Alors, on attaque la mission 2 de ce sujet. Alors, évidemment, il faut que vous l'ayez lu au préalable et tenter de la faire avant de regarder la correction. Donc, cette mission est nettement plus technique. Elle est orientée SQL et conception de données. On vous demande d'écrire dès le début une vue et les informations concernant la vue sont ici. On vous dit que le but est d'avoir une vision globale du nombre total de palettes fabriquées mais non encore livrées, donc pas de date de livraison enregistrée, ainsi que le coût de revient total de ce stock basé sur le coût de revient du modèle de palette. Alors pour ça, on va aller voir, on va jeter un coup d'œil dans la base de données qui se trouve ici. On va mettre en plus grand pour que ce soit plus facile à voir, s'il veut bien, voilà. Donc là, on a la version graphique de la base de données. Et qu'est-ce qui nous intéresse? Donc le nombre total de palettes fabriquées mais non encore livrées. Alors le nombre total de palettes livrées, non encore livrées, pardon. De toute façon, le nombre total, on l'a ici. Dans ligne commande, on a quantité commandée, donc on va faire une somme de quantité commandée en faisant attention que la date de livraison réelle soit à nul, puisque ce sont les palettes non encore livrées. Par contre, il faut qu'elles soient fabriquées, donc il faut que le « est fabriqué » soit à 1, parce que un peu plus bas, on nous dit quelque part, voilà, ici, on nous dit le champ « est fabriqué » est initialisé à 0 lors de la création de la ligne de commande et prend la valeur 1 lorsque les palettes sont fabriquées. Donc on a ces deux conditions à vérifier, donc la date de livraison et le « est fabriqué », et on va faire la somme des quantités commandées. Et ce que l'on veut aussi, c'est le coût total de revient de ce stock, basé sur le coût de revient du modèle de palette. Alors on a le coût de revient ici, donc il suffira de multiplier le coût de revient par la quantité pour avoir le coût total, en faisant évidemment, encore une fois, la somme. Donc on va revenir sur la page correspondante, voilà. Alors au final, ça nous donne une vue qui, alors on nous dit d'appeler la vue, c'est marqué quelque part ici, voilà, stock palette. Donc on a besoin de créer une vue qui s'appelle stock palette. Alors ça va être un create view, voilà, stock palette. Et à l'intérieur, je vous ai dit qu'on avait besoin de faire la somme de la quantité commandée. Donc la vue, elle commence comme ceci, voilà. Donc on va faire un select de somme des quantités commandées qu'on va appeler NB palette et la somme des coûts de revient fois la quantité commandée. Alors, je reviens sur, pour que ce soit plus clair, sur les relations. Donc on a dans ligne commande, on va récupérer la somme des quantités commandées. Et on va ensuite aussi, puisqu'on a besoin donc du coût de revient total, on a besoin de multiplier cette quantité commandée par le coût de revient qui se trouve donc dans modèle, oui, modèle palette. Où est-ce qu'il est? Voilà, le coût de revient, il est ici. Ok. Alors, pour pouvoir faire tout ça, on a besoin de quelle table? Eh bien, on a besoin de ligne commande, puisqu'on a récupéré des informations dans ligne commande. On a besoin de modèle palette, mais attention, on a besoin aussi de commandes. Pourquoi on a besoin de commandes? Parce qu'on a besoin de faire un test sur la date de livraison réelle. Donc, au niveau des tables correspondantes, on va avoir besoin, voilà le from, de commande. On va le joindre à ligne commande. Alors évidemment, il faut que vous preniez les bonnes jointures. Et on a besoin de le joindre à un modèle palette. Et je vous rappelle qu'au niveau des tests, on a besoin de faire un test sur la date de livraison réelle et sur le « est fabriqué ». Donc dans le where de la requête, on va faire un test sur date livraison réelle, on va vérifier qu'il est à nul, et sur le « est fabriqué », et on va vérifier qu'il est à 1. Voilà, donc la vue qui était demandée. Alors, je reviens sur le sujet. Deuxième question, expliquez en quoi la création d'une vue est une solution pour répondre à ce besoin. Alors là, on est plus dans les questions de cours. Donc, ce que vous pouvez dire déjà dans un premier temps, je vais y arriver, voilà,
c'est que la vue pourra être sollicitée à tout moment sans avoir à réécrire la requête. Donc c'est une façon de mémoriser la requête une bonne fois pour toutes. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique au niveau utilisation. Donc ça c'est un des arguments qu'on peut mettre en avant au niveau de la vue. Autre argument, elle permet aussi de cacher la structure réelle des tables en ne donnant accès qu'aux informations nécessaires. Bien sûr, si les droits d'accès sont bien gérés, effectivement. Donc c'est une sorte de façon de cacher un petit peu les informations, la structure de base de la table, des tables utilisées. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas précisé au niveau de la question, et pourtant c'est précisé dans le sujet. On vous dit quoi, on vous dit que cette base de données donc, contient les informations nécessaires pour répondre aux besoins urgents du comptable. Il vous demande de répondre à cette demande par l'intermédiaire d'une vue contenant les colonnes et de proposer comment restreindre son utilisation au seul comptable. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il nous dit de proposer comment restreindre, mais il ne le rappelle pas au niveau des questions. Donc a priori, si vous n'en avez pas parlé, vous ne pouvez pas être pénalisé puisque ce n'est pas rappelé au niveau de la question. Ceci dit, si vous y avez pensé, c'est encore mieux. Donc l'idée de la restriction, c'est de faire en fait un grant. Donc voilà le résultat. Donc il faudrait aussi penser à limiter l'accès de données de cette vue au comptable. Donc un grant select, parce qu'a priori, il doit juste voir le résultat, hein, ce qui était mentionné déjà dans la mission 1. Donc grant select sur cette vue, sur stock palette, sur comptable, en supposant évidemment que vous avez créé d'abord un compte comptable avec un login et un password. Voilà pour ces deux premières questions. Ensuite, on enchaîne. Alors, je vais directement à la question 2-3. On vous demande de modéliser l'évolution de la structure de la base de données. Donc, vous partez d'une base de données existante et puis vous avez évidemment un certain nombre de choses. Donc, une question assez classique hein, d'évolution d'une base de données. Alors, on va tout de suite aller voir la base existante. En fait, c'est celle qu'on a vue à l'instant. Donc, qui ressemble à ceci, donc, où il y a donc matière première, essence bois, modèle palette, les commandes et les clients. Alors j'ai repris cette base-là, donc je vais tout de suite copier. Alors elle n'est pas positionnée tout à fait de la même façon parce que ça va être plus facile pour l'évolution. Donc voilà, on retrouve matière première, essence bois, modèle palette, commandes et clients. Alors je vous dis tout de suite les dépendances fonctionnelles entre les entités. Je les ai représentées à la méthode de WinDesign, hein, c'est-à-dire sous forme d'un petit rond. C'est plus visuel, hein, ça permet donc à chaque fois que vous avez une cardinalité 1-1, vous voyez, je l'ai représenté sous forme de petit rond, vous le représentez évidemment comme vous voulez, dans le cadre d'un sujet d'examen, ça n'a pas d'importance. Moi je trouve que c'est juste plus visuel. Donc là j'ai repris exactement le schéma d'origine. Hein. Donc rapidement, hein, on voit que pour des commandes, on peut commander à chaque ligne de commande différents modèles de palette avec des quantités commandées, un prix unitaire et pour savoir si ça a été fabriqué ou non. Une commande concerne un seul client. On voit qu'au niveau des modèles de palette, on a un certain nombre d'informations. Ah, j'ai laissé par erreur le plan là-dedans. C'est quelque chose qui est rajouté après, désolé. Hein. On en reparlera après. Et puis donc un modèle palette, c'est d'une seule essence de bois et les matières premières sont aussi d'une seule essence de bois. Donc ça, c'est le modèle d'origine. Et après, on vous parle d'un certain nombre de choses. Alors, on va faire point par point, puisque vous voyez, à chaque fois qu'il y a une flèche, en fait, ça apporte une nouvelle information au niveau du sujet. Donc, première flèche, deux types de modèles de palettes sont désormais proposés. Des modèles de palettes standards, identifiés par une référence catalogue, avec des dimensions normalisées. Des modèles de palettes personnalisés, aux dimensions choisies par l'entreprise client, dont on doit connaître la raison sociale et le contact, personne qui a validé le modèle. Chaque type de modèle de palette a des dimensions, une longueur, une largeur exprimée en millimètres. Alors là, on voit bien qu'on a quand même des informations qui sont communes à toutes les palettes, à tous les modèles de palettes, et certaines qui sont spécifiques. On est typiquement dans le cas d'un héritage. Donc, on va tout de suite faire évoluer la base de données.
en rajoutant, vous voyez, un héritage de type XT, hein, c'est-à-dire effectivement on est dans la partition, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Donc modèle de palette standard et modèle de palette personnalisé. Alors j'ai rajouté la référence catalogue dans modèle de palette standard, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, qu'il a une référence de catalogue. Et le modèle de palette personnalisée, je fais le lien avec client parce que c'est effectivement le client qui décide en fait de ce modèle de palette personnalisée. Alors maintenant je vais expliquer un petit peu les autres ajouts, hein. On nous parle du contact, on veut savoir quel est le contact dans l'entreprise qui a décidé de ce modèle de palette personnalisée. Alors a priori le contact on pourrait le mettre dans modèle de palette personnalisée, mais on nous parle d'un seul contact, hein, de connaître là, donc par l'entreprise cliente dont on doit connaître la raison sociale, le contact, personne qui a validé le modèle. Et on nous parle donc de raison sociale qu'on a déjà dans le client et de contact au singulier. Ça donne l'impression qu'il y a un seul contact, puisqu'il y a une seule raison sociale, il n'y a aussi qu'un seul contact par client. Les deux solutions sont bonnes, hein. Si vous mettez contact ici ou contact là, de la façon dont c'est fait le sujet, on ne peut pas vous reprocher une position ou l'autre. Alors maintenant, d'où ça sort ces dates de création, dates de fabrication et le plan qui n'aurait pas dû être présent dans mon premier schéma? Eh bien, on va tout de suite aller voir ça. C'est dans la deuxième annexe, voilà. Donc l'annexe nomenclature de plan, donc on sait que d'une manière générale, on a des plans pour les palettes, et là on a un exemple de plan de palette personnalisée. Et pour la palette personnalisée, on a une date de création de ce plan et une date d'application. Alors on n'a pas plus d'informations précises, donc on ne sait pas trop à quoi ça correspond. D'ailleurs, je me suis trompée, j'ai mis date de fabrication, c'est date d'application. Date de création et date d'application, et qui a priori concerne le modèle de palette personnalisée. Après tout le reste, on sait que toutes les palettes ont une désignation, une longueur, une largeur, enfin des informations qui étaient déjà présentes dans le modèle de palette. Donc ça, il n'y a pas de raison que ça descende dans les entités phi. Et a priori, tous les modèles de palette ont un fichier PDF, hein, un plan qui permet de décrire la palette. Donc ça paraît assez logique qu'on mette le plan, donc le lien vers le fichier PDF directement dans le modèle de palette. Voilà en ce qui concerne. Alors vous ne pouvez pas détailler plus, hein, c'est-à-dire que les largeurs, etc., on les a déjà mémorisées. Le client émetteur, le contact, on l'a aussi dans le client. Les composants, on les a, on a donc, en fait on va les avoir, on ne les a pas encore, les composants. Mais on nous dit surtout les informations relatives à l'assemblage, donc vous voyez tous ces détails-là, l'échelle, et les formats ne sont pas à prendre en compte dans le cadre de cette étude. Donc a priori on ne va pas détailler, on a juste à mémoriser ce plan qui contient surtout les dessins et les différentes informations. Donc on ne va pas détailler plus. Voilà, alors ça c'était en ce qui concerne la première étape. Deuxième étape, une commande client peut concerner un ou plusieurs modèles de palette. Et là c'est le cas déjà, puisque pour une commande on a un ou plusieurs modèles de palette avec la ligne de commande, qu'ils soient personnalisés ou standard, d'où le fait qu'on garde toujours cette association avec modèle de palette. Chaque modèle de palette est illustré par un plan, donc ça c'est le plan qu'on a déjà stocké, hein, puisqu'on a déjà vu l'annexe par rapport aux informations du dessus, stocké au format PDF. Vous pouvez mettre plan PDF aussi, hein, comme information, faisant apparaître les composants qui entrent dans la fabrication du modèle de palette. Alors là, par contre, on commence à nous parler des composants. Par exemple, le modèle de palette personnalisé 1200 mm x 1200 mm de l'entreprise cliente machin est composé de 7 planches 1200 mm x 75 d'épaisseur, etc. Donc on nous donne un certain nombre d'informations et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans l'annexe. Voilà, hein, ce sont les informations qui sont ici. Donc on voit qu'il y a des composants et que pour chaque modèle de palette,
On veut savoir le nombre de composants qu'il y a, donc d'un composant précédé, par exemple cette planche, et que au niveau des composants, on a effectivement des tailles et des épaisseurs, hein, donc longueur, largeur, épaisseur. Alors tout ceci va nous permettre de faire évoluer le schéma. Alors c'est parti. Voilà. Où on va rajouter l'entité composant dans lequel on met le nom du composant, hein, le libellé, la longueur, la largeur et l'épaisseur, hein, qu'on retrouve ici, 1275, épaisseur 15. Et puis on a une association composition parce que c'est pour chaque modèle de palette. On veut savoir, vous voyez la quantité ici, hein, le nombre de planches de cette longueur, largeur, etc. Donc c'était juste une association binaire porteuse pour avoir la quantité. Alors on revient au sujet. Donc là on a fait le deuxième point. Le troisième point maintenant, fabriquer une palette consiste à découper ses composants dans des matières premières qui sont les éléments de bois achetés et stockés, puis à les assembler. Les composants d'une matière, d'une même palette sont tous issus d'une même essence de bois. En fait, ça, ces informations, on les a déjà d'une certaine façon, puisque on a les matières premières qui sont d'une certaine essence de bois, et on a le modèle palette qui est effectivement d'une certaine essence de bois. Alors on dirait il manque des liens entre matières premières et composants. On pourrait commencer à les faire, mais on va avoir beaucoup plus de détails par la suite et qui vont nous permettre effectivement de le faire correctement. Donc on passe au point suivant. Un même composant de palette, par exemple un ski de longueur 1200, largeur 75 et épaisseur 15, peut être découpé dans différentes matières premières. Donc là vous voyez que le lien entre composants et matières premières va apparaître, hein. La quantité découpée sera mémorisée pour gérer au mieux les stocks de bois. Donc on a des stocks à gérer. Pour chaque couple composant matière première, on conservera également les longueurs de perte de chute. Donc là, on vous incite fortement à faire une association entre matière première et composants pour pouvoir mémoriser les stocks et aussi les chutes, etc. Donc on va rajouter cette association. Voilà. Donc composant matière, je l'ai appelé tout simplement, qui contient la valeur de stock, les longueurs de perte et les longueurs de chute. Hein, ce sont les informations qu'on nous demande de mémoriser ici. Alors il vous le détaille hein, ici. Hein, longueur de perte, les pertes sont causées par l'épaisseur des traits de scie. Longueur de chute, longueur de composant à découper peut être inférieure à celle de la matière première utilisée. Il reste donc après la découpe, un morceau après chute. Pour information, les chutes sont valorisées en allume-feu, mais cette fabrication annexe n'est pas à prendre en compte dans cette mission. Donc, on a quand même besoin de mémoriser ces informations. Point suivant. Chaque site dispose de sa propre zone de stockage gérée par le chef d'atelier. Pour accéder à la future application, chaque employé du site sera authentifié par un identifiant et un mot de passe. Donc on a besoin de gérer des sites et de gérer donc les employés qui vont accéder aux informations des différents sites. Donc ça va nous permettre de rajouter quelque chose qui pour le moment est indépendant du reste du schéma. C'est justement les employés et les sites. Donc on a chaque site avec le nom du site et chaque employé avec entre autres son identifiant et son mot de passe pour pouvoir accéder aux différentes informations. Point suivant, pour gérer correctement les niveaux de stock des matières premières, il est important de pouvoir mémoriser pour chaque site et pour chaque matière première, donc là on vous dit clairement hein, de faire une association entre site et matière première, la quantité de stock exprimée en mètres cubes, mais également le niveau de son stock d'alerte qui permettra de déclencher un réapprovisionnement. Donc vous savez déjà que dans l'association, vous avez la quantité de stock et le stock d'alerte hein, dans l'association binaire qu'on va rajouter. Les sorties de stock de matières premières seront prises en compte lorsque les palettes d'une ligne de commande seront déclarées fabriquées. Alors, vous allez voir que j'ai apporté donc cette association binaire entre matières premières et sites. Donc on va tout de suite la rajouter. Donc voilà l'association matières premières site où on a le stock actuel et le stock d'alerte. Mais vous remarquez que j'ai rajouté aussi un lien ici qui n'était pas attendu officiellement dans la correction et sur les copies.
et qui me paraît tout de même assez indispensable. Alors, si vous ne l'avez pas mis, c'est pas faux. Enfin, en tout cas, c'est pas considéré comme faux dans le sujet. Et pourtant, je pense que c'est indispensable. Pourquoi? Parce que si on a besoin de gérer des stocks par site, au niveau des matières premières, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas besoin de gérer, puisqu'on gère aussi des stocks ici, par site aussi, des matières premières rattachées aux composants. Mais bon, c'est discutable, et en tout cas, dans le sujet, à aucun moment on nous le dit explicitement, hein, puisque depuis le début, on nous parle clairement de matières premières composants, donc d'une binaire ici, et puis d'une binaire aussi ici, entre matières premières et sites. C'est juste que ça me paraît assez logique qu'il y ait effectivement une ternaire à ce niveau-là. Enfin, on nous dit la raison de l'éloignement des deux sites, en raison de l'éloignement des deux sites, chaque entreprise cliente est rattachée à un seul site. Donc là, vous avez compris, c'est juste un lien entre client et site qu'il suffit de rajouter. Donc on va faire tout de suite. Donc chaque entreprise client est rattachée à un seul site. Ça veut dire qu'on a besoin effectivement d'une dépendance fonctionnelle de client vers site pour savoir quel est le site de rattachement du client. Voilà, on a terminé cette mission 2. Donc je vous dis à demain pour la mission 3.